d'être venu donc, assister à cette première conférence sur la guerre 14-18. Donc, nous avons commencé aujourd'hui même on va dire un long week-end de commémoration de l'armistice de 1918, de Dominique voilà, qui me regarde, qui me surveille, que je ne dise pas de bêtises. Ah non, donc on a commencé donc, ce matin avec une exposition du comité de mémoire patriotique de Lizy qui a notamment accueilli les écoles lycéennes. Deuxième temps fort, aujourd'hui une conférence sur la firme Renault pendant la guerre de 14. Donc on accueille pour cela Benoît Cazer qui est historien, doctorant, qui est vraiment un spécialiste de l'histoire automobile, donc qui va venir qui a accepté de venir nous présenter ce sujet. Donc je vais lui céder la parole. Oui, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en même temps, nous avons deux commémorations cette année, et c'est très intéressant dans la mesure où nous célébrons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et en même temps nous célébrons les 120 ans de la société Renault, qui au départ était Renault Frères, et même d'ailleurs sur le monde 120 ans en arrière, c'était une société de draperie. Et il y a 120 ans, Louis Renault n'avait pas encore remonté la rue Le Pic. Il le fera le 24 décembre 1898 avec sa voiturette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut paraître étonnant quand même, c'est que rien ne prédisposait Louis Renault à jouer un rôle de premier plan durant la Première Guerre mondiale. Déjà parce que Louis Renault, à la base, est tout simplement dès le départ, il a l'idée de faire des engins motorisés, des véhicules automobiles, comme on commence à les appeler, des voiturettes, les toutes premières automobiles, alors que ses frères, évidemment, à la mort de leur père en 1894, ne vont avoir de cesse de vouloir reprendre l'entreprise familiale, qui est une entreprise de draperie. Mais Fernand, qui est l'aîné, et Marcel, qui est le second, s'aperçoivent très vite que Louis, qui est encore au lycée, et le cadet est très prometteur, est un brillant inventeur, et dans sa petite cabane, son petit établi, il fait des merveilles, et déjà il crée un premier quadricycle à moteur à l'âge de 21 ans, à la fin de l'année 1898, et il se lance un défi insensé devant tous les convives réunis le soir du réveillon de Noël 1898, remonter la rue Le Pic, qui a une pente quand même comme ça. Jamais aucun véhicule automobile n'avait réussi pareil exploit, et avec sa voiturette, Louis Renault va réussir en emmenant à son bord un avocat qui va lui faire sa première commande, et c'est pour ça qu'on date traditionnellement le début de la société des automobiles Renault en 1898, alors qu'en réalité le brevet de la prise directe à cardon et pignon d'angle ne sera déposé qu'en début du mois de février 1899, et à la fin du mois de février 1899, la société des automobiles Renault Frères verra véritablement le jour. Cette société va évoluer. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans une période où on a les courses de ville à ville, donc il faut être le premier, il faut d'abord concourir, il faut courir pour survivre et gagner pour prospérer, disait Gilbert Altry. Et Louis Renault et Marcel Renault vont gérer la société avec Fernand qui s'occupe de la comptabilité, mais en même temps vont être pilotes des propres voitures qu'ils font fabriquer. Et j'évoque ça me semble à milieu de la Première Guerre mondiale, mais c'est grâce au succès sans précédent qui ont eu lieu dans les courses de ville à ville qui ont permis
d'augmenter considérablement leurs ventes et qui ont permis une gamme étendue jusqu'aux grosses voitures dès le début des années 1900. Ça a érigé la société Renault qui ne faisait des voitures que depuis 1998 au plus haut niveau, puisqu'ils ont même été jusqu'à dépasser Peugeot à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc Renault, en l'espace d'une décennie, est devenu, qui devient d'ailleurs la société anonyme des usines Renault quand il perd et Marcel en 1903, puis Fernand en 1906, je vais un petit peu vite parce que ce n'est pas notre sujet, il devient le premier constructeur automobile français. Un exploit, jamais vu. Et pourquoi Louis Renault va avoir un rôle fondamental avec le gouvernement? C'est tout simplement parce que Louis Renault ne se contente pas de faire des voitures, il fait aussi des camions. Alors vous voyez un peu de quoi je vais parler. Il fait aussi des autobus, mais il fait surtout des moteurs d'avion. Et il motorise la société Cobron dès les années 1910. Et à partir de là, il a un correspondant, parce que les avions, à cette époque, il n'y a pas d'armée de l'air, mais les avions, on considère que ça peut servir de reconnaissance. Et puis commence à y avoir les prémices de la Première Guerre mondiale à la fin des années 1910. Donc on commence à essayer de repérer ce qui se passe dans le ciel. Et Louis Renault a un correspondant à la guerre qui s'appelle le capitaine Martineau Lagarde. Et lorsque, au moment de la mobilisation générale, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier d'Autriche, avec sa femme, le 28 juin 1914, et bien Louis Renault, dans le courant du mois d'août, le premier jour de la mobilisation, on lui somme de se présenter à son unité. Il est déjà habillé en soldat de deuxième classe et il reçoit la visite du capitaine Martineau Lagarde, qui est son correspondant à la guerre, qui lui intime l'ordre de rester pour fabriquer des munitions, parce que ce capitaine-là a eu une intuition, c'est que la guerre allait durer longtemps. Il ne croit pas à une guerre courte. Il est le seul à cette époque-là. L'idée des généraux, en particulier Joffre, qui est le général en chef, et c'est justement de se dire on va faire une offensive en Alsace, et les Allemands, l'armée du général von Kluck va passer par la Meuse. Le problème, c'est que les Allemands vont passer, comme ils le feront plus tard pour la Seconde Guerre mondiale, par la Belgique, par les Ardennes, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve près en tenaille, et il y a la fameuse bataille de la Marne. Et on commence à entendre parler de Renault, puisque les taxis qui vont servir à amener des renforts sur le front sont des taxis Renault de 1905. Mais ce que ne sait pas l'arrière à cette époque-là, mais il ne veut pas tarder à s'en apercevoir dans le voisinage de la déjà grande usine de l'Esseguin de Billancourt, de l'usine de Renault, c'est justement que Renault va être très vite chargé de faire toutes les munitions et toutes les armes de l'armée française. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois de septembre 1914, comme on a prévu une guerre courte, les arsenaux sont vides. On a une pénurie d'hommes, on rapatrie sur le front des fraiseurs-tourneurs, on a recours aux femmes pour des tâches, on va dire, plus faciles, qui ne nécessitent pas, on va dire, beaucoup d'efforts physiques, même s'il en faut quand même. Et donc, Louis Renault, petit à petit, va récupérer les ouvriers qu'il avait avant le début du conflit, en tout cas ceux qui ont survécu au premier, au mortifère combat de la bataille de la Marne. Et puis, petit à petit, il va récupérer également des immigrés. Il y aura même des Chinois à la fin de la Première Guerre mondiale à Boulogne-Billancourt. Et alors, il y a une anecdote fameuse que je vais vous conter. Louis Renault est convoqué par Adolphe Messigny,
qui est le ministre des Armées, qui lui dit Monsieur Renault, il faut absolument que vous fabriquiez des obus. Il l'emmène voir le général Mangin, qui lui dit alors, Monsieur Renault, vous nous avez dit que vous pouvez fabriquer des obus. Alors le Renault répond non, c'est le ministre qui m'a fait venir à vous, qui veut que je fabrique des obus. Alors il dit voilà comment c'est. Mais il dit je ne sais pas du tout fabriquer des obus, moi je suis un constructeur d'automobile. Et le général Mangin lui dit écoutez, vous allez aller dans un arsenal et vous allez voir comment ça fonctionne. Et le Renault dit je peux vous en faire un en 2 pièces, mais il dit non, j'en veux un en 1 pièce. Alors finalement il arrivera quand même à ses fins parce que le Renault il est persuasif. Et il finira par entraîner l'accord du général qui finalement acceptera que les obus soient faits en 2 pièces. La crainte c'était que l'obus tue l'artilleur s'il était mal fixé, fixé en 2 morceaux. Et puis, durant les mois de septembre et d'octobre 1914, il faut savoir que c'est très compliqué parce que comme l'armée allemande est très proche de Paris, le gouvernement s'est réfugié à Bordeaux et Louis Renault a rapatrié, a exilé, je dirais, a importé son usine, a fait migrer toute sa production à une usine Rochech-Nodaire de Lyon. Et très vite, il va devoir, en plus, comme la bataille de la Marne est un succès grâce aussi aux Russes qui se sacrifient à Tannenberg, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, mais toujours est-il que le front va se stabiliser et qu'on va avoir la course à la mer et va débuter la guerre de tranchées. Et le problème, justement, c'est que Louis Renault va donc rapatrier l'avantage de la guerre de tranchées, c'est que le front va se stabiliser. Ça va permettre à Louis Renault de rapatrier son usine à l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Et l'idée de Louis Renault, ça va être d'étendre l'usine au maximum. Pourquoi ? Parce que les arsenaux, à un moment donné, n'arrivent même plus à produire quoi que ce soit. Du coup, c'est Louis Renault qui va se mettre à produire absolument tout ce qui se fait d'armes durant le reste du conflit. Peugeot en fera une partie, mais Louis Renault en fera la grande majorité. Alors, pour vous donner une idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, le début de la Première Guerre mondiale, on pourrait croire qu'on est encore en 1870 en France. Le cheval, on y a recours énormément. Les soldats sont habillés avec un pantalon rouge Garance, ils ont des képis, ça contraste avec les casques à pointe et les tenues de camouflage très sophistiquées et même les masques à gaz de l'armée de Guillaume II. Donc, progressif. Et au début de la guerre, vous avez les chevaux qui tractent les canons, ils s'épuisent et ils peuvent se faire tuer, donc ils meurent facilement. Louis Renault donc, a l'idée d'aller voir l'état-major et de dire il serait, à l'époque le pétrole est beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, il serait quand même plus intelligent de mettre des engins motorisés pour tracter les canons plutôt que d'épuiser ces pauvres chevaux, et en plus on dépenserait beaucoup moins à dépenser du pétrole que du fourrage pour nourrir les chevaux. Il a gain de cause. Et il aurait tellement gain de cause qu'en 1914, 6000 camions seront dans l'armée française. Je vous laisse deviner le chiffre de 1918. 92 000. Impressionnant. Et quand on y réfléchit, ça laisse rongeur. Et la majorité des camions, d'ailleurs, de l'armée française sont des camions Renault ou d'une filiale de Renault qui est Berliet. Donc, c'est encore Louis Renault qui a permis de tracter les canons. Et Louis Renault ne s'est pas contenté de les tracter, il s'est même mis à fabriquer les canons, carrément. Et puis, progressivement, la guerre devient de plus en plus moderne, aussi bien au niveau des airs qu'au niveau terrestre. Alors, au niveau des airs, je vous avais parlé des fameux moteurs d'avion. Alors, Renault ne va plus se contenter de fournir Caudron, il va fournir Farman, Morane, Saunier,
principaux constructeurs aéronautiques du temps. Et il va même aller jusqu'à fabriquer des avions Renault. Et sur le coup, on lui dit fabriquer quelques avions en reconnaissance. Alors, lui, Renault prend de lui-même l'initiative de mettre une mitrailleuse au niveau de l'hélice et de fabriquer des bombes pour que les soldats dans l'avion, le soldat qui est à l'arrière, lance des bombes, parce qu'à l'époque, un bombardier, c'était le soldat qui bombardait, et quelquefois, il pouvait même bombarder, s'il y avait un coup de vent en route, il bombardait les propres soldats de sa propre armée. Ça a l'air comique comme ça, mais ça n'était pas du tout. Hein, c'était un tir à vif, vous me direz. Hein, c'est quand même assez bête. Et il y avait un autre problème d'ailleurs, c'est que cette idée de mettre la mitrailleuse dans l'hélice, on la doit à l'aviateur Roland Garros, qu'on connaît aujourd'hui plutôt le stade d'ailleurs maintenant. Mais l'aviateur Roland Garros avait l'idée qu'il fallait équiper les avions de mitrailleuses, mais la mitrailleuse dans l'hélice, ça a été très difficile à mettre au point. C'était bien, le problème c'est que si ça devait exploser l'hélice, l'avion il explosait avec. Alors il y avait d'autres solutions. Il y avait des aviateurs qu'on appelait les As. Je vais citer Henri Guimer pour la France et puis Manfred von Richthofen, qui eux conduisaient et en même temps mitraillaient. Alors il fallait qu'ils lâchent leur appareil et en même temps qu'ils appuient sur la mitrailleuse. Donc le Renault fabriquait aussi des mitrailleuses que se servaient les As pour les combats aériens des années 1917-1918. Et donc le Renault, bien qu'il n'aille pas dans les tranchées, se rend compte que cette guerre est terrible. Et il y a une anecdote qui est très fameuse, c'est lors du fameux chemin des dames en 1917. Pour la première fois, le général Nivelle a compris qu'il fallait quand même avoir recours à des véhicules motorisés sur chenilles avec des tourelles, qu'on appelle des chars, des tanks. Et ça vient de quoi? Ça vient tout simplement parce qu'à l'origine, l'idée était anglaise, c'est ce qu'on appelait le Holt, et Louis Renault s'en était aperçu, c'était très intéressant, sauf que quand on lui a dit qu'on voulait faire des chars de 30 tonnes, Louis Renault a dit ça sera beaucoup trop lourd, ça sera pas efficace, et comme il avait vu que c'était en appui avec l'artillerie, il a dit à mon avis, vous allez écraser les soldats qui sont autour des chars. Alors il y a deux firmes qui ont accepté de faire des chars de ce type, qui ont été un échec cuisant pendant la Première Guerre mondiale, c'est Saint-Chamond et Schneider. Et les chars Saint-Chamond et Schneider ont tous été détruits parce qu'ils calaient, très mauvaise direction, et ils écrasaient les fantassins qui étaient autour d'eux. Puisque Nivelle avait mis en place un système où les fantassins étaient autour du char. Forcément, le pilote du char d'assaut ne voyait pas les fantassins. Déjà, il y en avait un qui manœuvrait le pilote, il était en train de viser. Donc souvent, soit il écrasait le fantassin dans le meilleur des cas, soit il descendait carrément le fantassin d'à côté, ses propres amis qui étaient à côté de lui. Donc c'était pas très efficace. Et ils étaient très lents et en plus ils ne résistaient pas bien aux grenades que lançaient les Allemands. Donc les Allemands rigolaient bien des chars d'assaut. Mais ça nous a facilité la tâche quand on y réfléchit. Ça a facilité la tâche à l'armée française dans la mesure où les Allemands n'ont pas pris au sérieux les chars d'assaut. Puisque les chars anglais et les chars français échouaient. Et c'est là qu'intervient un nouveau personnage dans notre histoire. C'est le colonel Etienne. Le colonel Etienne, qui va devenir un grand ami de Renault. Il faut savoir qu'à cette époque, nous sommes en 1916, et il y a ce qu'on appelle le groupe Renault. Le groupe Renault est présidé par Renault, c'est un groupe d'industriels, dont d'ailleurs fait partie son ami, qui est son cadet du lycée Condorcet, André Citroën.
Et à cette époque, les deux hommes sont amis. Dans le futur, ils seront des ennemis mortels. Surtout à partir du moment où André Citroën décidera de devenir calife à la place du calife. Et juste après la Première Guerre mondiale, de fonder les automobiles Citroën en 1919. Et ça, le Renault ne lui pardonnera jamais. Mais revenons à 1916. Là, lorsque ce groupe d'industriels se réunit avec le colonel Étienne et Louis Renault, le colonel Étienne explique à Louis Renault que les chars lourds échouent. Louis Renault, il dit: je vais le dire. Et le colonel Étienne lui dit: mais pourquoi vous ne feriez pas des chars légers? Après tout, vous faites déjà les munitions, vous faites déjà les canons, vous faites déjà les fusils. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Les fameux fusils de la Première Guerre mondiale à partir de la fin 1914, il y en a pas mal qui étaient faits par Renault, qui étaient fabriqués par Renault, même si, on va dire, originellement, ce n'étaient pas des fusils de la conception de Renault, mais en tout cas, il les faisait dans ses usines quand même. Bon. Et donc, c'est le fameux fusil Lebel. Et ce qui s'est passé, c'est que Louis Renault a donc une idée. Il dit: je peux vous concevoir des chars légers, et l'idée c'est de faire un char entre 5 et 7 tonnes. Et Louis Renault se dit: ça serait pas mal 5 tonnes, parce que comme ça il serait très maniable. Et il propose donc un char de 5 tonnes avec un petit canon, une vingtaine de millimètres, et surtout avec une tourelle hémisphérique pour que les balles ricochent. Il propose ça au ministère des Armées. Alors en 1916, nous ne sommes plus avec Adolphe Messini, mais nous sommes avec Alexandre Millerand, qui est plus connu du grand public. Et Alexandre Millerand dit: je veux bien, mais il faut demander, il ne se dit pas, il va dire: il faut demander ça aux généraux. Et donc là, on arrive fin 1916, le général de l'époque c'est Nivelle, et Nivelle il dit: de toute façon, donc là on est juste avant le chemin des dames, donc il y a encore l'idée des chars lourds, mais c'est là déjà qu'il y a déjà eu des combats qui ont été faits avec des chars lourds, avec les Anglais et avec des Français. Et Nivelle dit: oh, j'en ai pas besoin, mais après tout, peut-être des petits chars légers pour appuyer encore l'infanterie. Ah, il était têtu avec son infanterie. Mais oui, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait encore cette idée que l'infanterie était fondamentale. C'était juste si on n'allait pas lâcher la cavalerie avec les chars en même temps. Vous savez, ça me fait un petit peu penser à la bataille de Pavie. Vous savez, François Ier, qui a chargé avec ses chevaliers et avec les canons de son armée juste derrière. Il y a certains canons qui ont tiré, ça a déjà abattu une partie de son armée. Et quand ils se sont tus, ils se sont fait massacrer par les Milanais. Ben, ça fait un peu ça, en fait. Donc là, donc, le projet de Renault est refusé. Et on lui dit: il faut que le char soit à 23 tonnes avec une tourelle de 37 mm. Renault il dit: ça ne marchera jamais. Donc il attend. Le chemin des dames passe. Donc c'est un massacre. Puis après on arrive avec l'année 1917. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les mutineries à répétition. Une année qui est très... dont il faudrait parler assez longuement. Si on parle de la Première Guerre mondiale, et c'est peut-être assez lié d'ailleurs au fait qu'on a eu recours au fameux char léger à faible tonnage, le fameux char FT de Louis Renault. Pourquoi? Parce qu'en 1917, il y a un véritable ras-le-bol de la guerre. Les Français, les soldats français, pour la plupart, n'ont pas été en permission depuis le début du conflit, parce qu'à chaque fois on leur disait: mais la guerre va se terminer. Ils étaient enlisés dans leurs tranchées et ils n'avaient pas le droit à leur permission. Et comme en plus souvent ils habitaient très loin, comme il y avait le temps du voyage inclus dans la permission, le temps qu'ils fassent le voyage, ils pouvaient déjà revenir, que la permission était déjà finie, ils ne pouvaient pas voir leur famille.
Et il y a un autre problème aussi, c'est les conditions terribles de la vie dans les tranchées. Et donc, les premières mutineries éclatent. C'est aussi l'année de la Révolution russe. Alors, c'est une année très problématique parce que la Russie cesse de nous appuyer. Ça veut dire qu'à partir de 1917, le front de l'Est, pour l'Occident, n'est plus occupé par les Russes qui se faisaient certes massacrer, mais qui nous permettaient au moins d'occuper une partie de l'armée allemande sur le front de l'Est. Donc toute l'armée allemande va refluer progressivement, surtout à la faveur de la paix de Brest-Litovsk signée entre Lénine et Guillaume II l'année suivante, vers le front de l'Est. Et les Allemands, eux, ils n'ont pas du tout l'intention de se mutiner, ils ont la mentalité sur laquelle il faut obéir jusqu'à la mort. Et donc, comme on a une armée qui commence à être en mutinerie, qu'on a les Allemands qui refluent vers le front de l'Est, du front de l'Ouest, il y a deux solutions. C'est déjà, on a une chance inouïe, c'est que les Allemands, avec leur fameuse guerre à outrance sous-marine du fait du blocus continental qui a été organisé pour asphyxier l'arrière, ont coulé le Lusitania, le fameux paquebot des Américains, dans lequel il y avait des Américains à bord. Et ça a permis à Wilson de convaincre le Congrès qu'il fallait entrer en guerre. Alors les Américains, certes, ils entrent en guerre, ils ont une armée, mais ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas de matériel moderne, ils n'ont pas d'avion. En gros, ils n'ont rien. Ils ont des hommes. Les Italiens nous soutiennent depuis 1915. Ils ont rompu la Triplice, la fameuse Triple Alliance qui avait été mise en place entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. L'Italie, c'est de notre côté. Parce qu'au fond, on leur a promis les fameuses terres irrédentes, Trieste, etc., qu'on ne remettra jamais, ce qui entraînera d'ailleurs le fascisme mussolinien dans les années 20. Et les Italiens donc arrivent, mais c'est pareil. Les Américains, les Italiens, ils n'ont rien, ils n'ont pas de chars. Alors qu'est-ce qui se passe? On a des chars lourds qui écrasent les fantassins. On a une armée qui se mutine après le chemin des Dames. On fait des exemples avec l'arrivée du général Pétain. On commence à réorganiser un peu les troupes, mais ce qui nous manque, c'est une arme décisive. Et le nouveau général en chef de l'armée française qui remplace Nivelle, c'est Joffre. Et Joffre, il décide de faire confiance à Louis Renault. Il lui dit d'accord, je veux que vous fassiez un char léger de 7 tonnes et je veux que vous fassiez une tourelle de 37 mm avec un seul servant. Le Renault, il dit c'est de la folie. Il dit un seul servant, il faut 2 servants, etc. Qu'à cela ne tienne, il le fait. Il ne la fait pas hémisphérique, il n'a pas assez de. Il a les idées, mais il n'a pas assez de moyens techniques à sa disposition. Il a fait polygonal, ça suffit déjà pour faire ricocher le ballon. Et ça donne finalement naissance au fameux char Renault FT pour faible tonnage, qui va être l'arme décisive. Et c'est le Renault qui avait eu cette intuition. Et c'est le Renault qui dit à Joffre, il faut faire des divisions blindées. Il faut que l'infanterie soit d'un côté et de l'autre, il faut mettre les chars, avec l'appui aérien d'autre part. Donc il faut les escadrilles de l'air, future armée de l'air, il faut le recours aux chars, il faut les canons qui traquent les canons, et de l'autre, il faut les fantassins qui attaquent massivement. On a un système presque romain, en gros, il y a le coin avec les catapultes, le coin avec les fantassins, c'est très régimenté, je dirais, tout ça. Et donc, finalement, tout ça, ça va se mettre en place progressivement. Mais le Renault, il a un vrai problème à ce moment-là, c'est que c'est l'arrivée des Américains, des Italiens.
et que les Américains et les Italiens, ils arrivent sur le territoire, pas de chars, etc. Et Louis Renault fabrique des chars. Louis Renault va en fabriquer 2700 entre 1917 et 1918, uniquement pour l'armée française, et plusieurs centaines pour les armées américaines et italiennes. Mais là, il y a deux problèmes. Premier problème, Louis Renault, c'est quand même quelqu'un qui respecte la légalité. Il ne peut pas étendre son usine. Alors, s'il étend son usine à des terrains qui n'étaient pas occupés par des habitants, ça va. Mais à un moment donné, il se retrouve avec les voisins. Donc, il y a des femmes, des vieillards, des personnes réformées. Et il n'a pas d'autre choix que de les expulser de chez eux, de casser les murs de leur maison et d'étendre l'usine au maximum. Et c'est comme ça que toute l'île Seguin va devenir l'empire industriel de Renault. Renault, d'ailleurs, va se retrouver avec une infinité de procès dans les années 20 à cause de ça, et il n'aura même pas fini dans les années 30. Mais finalement, comme avec le rôle qu'il a joué exceptionnel pendant la Première Guerre mondiale, l'État fermera, il n'y aura que des non-lieux, et il ne sera jamais attaqué en justice pour les dégâts qu'il a causés, dans la mesure où il a rasé des centaines et des centaines d'habitations. Il a un petit peu fait comme ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, c'est-à-dire que tout a été rasé pour justement l'usine. Mais bon, c'était pour la bonne cause, me direz-vous. Mais il avait aussi son intérêt. Il s'est dit qu'avec cette gigantesque usine, il allait produire tellement d'automobiles qu'il allait devenir irrattrapable sur le plan national. Parce que cette époque-là, on pense pas encore sur le plan européen. Vous n'avez pas des usines Toyota à Valenciennes. Il n'y a pas d'usine Toyota à Valenciennes, des choses comme ça. À cette époque, on pense sur le plan national. Donc cette idée, c'est que Renault devient le plus puissant constructeur automobile de France. Encore plus puissant qu'il ne l'était avant la Première Guerre mondiale. Mais là, il y a quand même d'autres soucis. C'est quand même le côté patriotique, c'est qu'il a quand même accepté pour vous donner une idée, 95% de ses commandes de 1914 à 1918 sont pour l'État. Donc c'est vraiment que pour l'État qu'il travaille, pour le ministère des Armées. Et il se retrouve devant quand même un problème, c'est qu'il fabrique certes, il arrive à fabriquer 2700 chars, puis quelques 500 pour les Américains et les Italiens, mais ça ne suffit pas. Il en faut davantage pour renverser, on va dire, rompre la ligne de front et mettre fin à cette guerre de tranchées qui n'en finit pas, et faire en sorte que les offensives soient victorieuses et qu'on n'ait pas à nouveau, on va dire, qu'on ait une offensive décisive qui permette de repousser complètement les armées allemandes et autrichiennes. Alors Louis Renault, la mort dans l'âme, décide de céder les brevets de son char Renault FT aux Américains et aux Italiens. Donc il les cède à Ford et à Fiat. Et vous imaginez un peu, on a du mal à imaginer aujourd'hui, quand on voit la puissance de l'armée américaine, qu'en 1917, il n'y avait pas d'armée américaine motorisée. Qu'en 1917, c'est la naissance d'une armée américaine puissante, motorisée avec des chars, avec des avions. Même leurs avions, ils les doivent à Louis Renault, à notre industriel français. C'est incroyable quand on y réfléchit. Les Américains, ce pays, on l'a créé de toutes pièces en aidant les colons britanniques contre l'Angleterre, contre nos intérêts, alors que, évidemment, on aurait dû en profiter pour écraser l'Angleterre. On n'avait rien à faire que l'Angleterre écrase les colons britanniques. Et on aurait pu annexer les futurs États-Unis d'Amérique. Mais en plus, on leur a donné la possibilité de devenir une superpuissance mondiale si on recommençait nos errances après la Première Guerre mondiale.
Autrement dit, on a mis le ver dans le fruit. On a mis le loup dans la bergerie. Tout ça parce qu'à cette époque, c'était cette idée que les Américains venaient nous prêter main forte, nous donner des renforts. Tout ça parce qu'on n'a pas cru en une guerre moderne, motorisée dès le départ, alors qu'on avait déjà une industrie automobile performante et qu'on est à l'origine quand même de l'automobile et qu'on a créé à l'origine le premier club qui était l'Automobile Club de France. Et je voudrais quand même parler d'un autre personnage qui est en corrélation avec le Renault, c'est Émile Dodge de la Meurthe, que vous connaissez peut-être pas. C'était le président de l'Automobile Club de France. Les Américains, on leur a donné des chars, ils ont refusé de nous donner du pétrole. Début 1918, le télégramme de Clemenceau, qui est président du Conseil de la République française, qui est envoyé à Wilson, dit « il nous faut du pétrole, sinon on perd la guerre ». Wilson lui répond « remboursez vos dettes d'abord ». On paye là l'erreur d'avoir sous-estimé l'importance de la troisième révolution industrielle, celle du pétrole. Et les Américains avaient déjà des compagnies pétrolières très puissantes, je pense à la Standard Oil, de John D. Rockefeller, qui est devenu Esso. Ils ont donné naissance au grand cartel des pétroles avec les Anglais et les Néerlandais, le cartel des Sept Sœurs, les accords d'Agnacari, après la Première Guerre mondiale. Mais nous, on en était encore à des petites sociétés qui importaient du pétrole ou d'autres. Et on ne fabriquait pas de pétrole. Et certainement pas, on n'avait pas de système intégré du puits à la pompe. Il faudra attendre 1924 pour la création de la Compagnie française des pétroles, la CFP Total, qui naîtra en 1954 avec le groupe Total, qui est né en 1924, la CFP. Il faudra attendre 1966 pour voir naître l'ERAP, qui deviendra LFERAP en 1967. Et Émile Dodge de la Meurthe, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte Henri Deterding, qui n'est autre que le PDG de la Royal Dutch Shell néerlandaise, qui est neutre dans le conflit. Et Henri Deterding, il voit son intérêt, il voit ses gros sous, il se dit c'est très intéressant. Il dit je veux bien vous fournir en pétrole gratuitement, gracieusement, mais en échange, je veux le monopole sur le territoire français. Et c'est comme ça que la Shell s'est implantée. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la Société des pétroles Jupiter, qui était une petite société française, qui était une filiale de Saint-Gobain, qui a fusionné avec la filiale Shell, une filiale qui s'appelle Shell française de la Royal Dutch Shell, et qui a donné naissance à Shell. C'est comme ça que Shell a pris un rôle d'importance en France. Et il ne faut pas s'étonner donc si on a retrouvé Shell un petit peu partout et qu'il y a eu d'ailleurs des rivalités très importantes entre Shell et la construction gaulliste qui était Elf dans les années 60. C'est pas le sujet. Mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Parce que Louis Renault, il fournit gracieusement aux Américains les brevets et eux, ils ne nous donnent pas de pétrole. Il n'y a pas, au fond, des Américains entrent en guerre en 1917 par intérêt en se disant ah c'est pas bon, si l'Allemagne écrase tout, on va perdre un marché potentiel pour mettre en place, ils avaient déjà dans l'idée de mettre en place une société de consommation, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a déjà le convoyeur chez Henry Ford, il y a déjà eu la naissance de la Ford T. Aux États-Unis, il y a déjà des embouteillages à New York. Parce qu'il y a des ouvriers américains qui peuvent se payer une Ford T. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Fordisme. L'ouvrier travaille sur la voiture, en échange, il va recevoir un salaire, il travaille sur un morceau de la voiture, c'est ce qu'on appelle la parcellisation des tâches avec le convoyeur, le travail à la chaîne, le Taylor-Fordisme, on pourrait dire.
dire, l'Alliance du terrorisme et du terrorisme. Et il peut s'acheter sa propre Ford. C'est une révolution dont parlera Henri Citroën à Louis Renault en pleine Première Guerre mondiale en disant ce que fait Henry Ford c'est très intéressant, vous pourriez le mettre en place, ce travail à la chaîne. Louis Renault hésite avec le travail à la chaîne dans la mesure où il ne veut pas déposséder ses ouvriers de leur force du travail et surtout de leur savoir-faire. Il ne veut pas que le travail soit aliéné. Il veut que les ouvriers aient vraiment l'impression de réaliser des œuvres en tant que telles que sont ces automobiles. Et il n'y a pas encore cette idée en France de la démocratisation de l'automobile. Donc l'automobile, pendant la Première Guerre mondiale, elle a un rôle, elle va servir massivement aux armées à travers le char, à travers les camions, à travers les ambulances. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote par rapport à Louis Renault. Louis Renault qui prépare des camions avec des automitrailleuses pour les chars, etc., pour accompagner les chars en plus, parce qu'il a l'idée d'équiper des camions avec des mitrailleuses. On lui dit transformez-les en ambulance. Et vous foutez de moi là. Il va voir Albert Thomas, qui est le ministre de l'Armement. Il dit monsieur Thomas, là franchement vos tacticaux ils exagèrent dans les grandes largeurs. Vous me demandez de transformer en ambulance des armes qui peuvent permettre de protéger les chars FT s'ils se font tirer dessus, etc. Parce qu'attention, le char Renault FT, comme tout engin, comme toute personne d'ailleurs, c'est comme le mythe, hein, il a son talon d'Achille. Je vous ai dit que le char FT, il avait un blindage. Donc, il ne craint pas la mitrailleuse, il ne craint pas les balles. Il est à l'épreuve des balles, comme on dit. Il ne craint pas les grenades. Il craint une chose, les obus. C'est-à-dire que si l'armée allemande bombarde le char FT, parce qu'attention, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Allemands, à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont une arme absolue qui s'appelle la Grosse Bertha, et qui est capable d'avoir une sacrée longue portée. Et ils ont la petite Bertha, la Grosse Bertha. Et s'ils se mettent à viser les chars d'assaut de Renault conjointement au bombardement aérien de leurs as, tel Manfred von Richthofen et consorts, ils peuvent venir à bout des chars d'assaut. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des camions qui entourent les chars d'assaut de telle sorte que ce soit les camions à automitrailleuses, dans le meilleur des cas, ils servent pour descendre des soldats allemands, dans le pire des cas, ils servent pour se prendre des obus. Bon, c'est pas très sympa pour les soldats qui y dedans. Donc c'est pour ça que les transformés en ambulance, vous imaginez, vous avez les blessés, alors là, ils ne sont même pas protégés ni quoi que ce soit, ils se prennent, non seulement les soldats sont descendus, mais en plus les soldats blessés se font descendre. Le Renault trouve ça totalement absurde. Donc voilà. Au fond, ce qu'il faut comprendre durant cette Première Guerre mondiale, vous le comprenez, Louis Renault a joué un rôle de premier plan et il ne s'est pas contenté de fabriquer, d'obéir à des ordres, d'obéir à des commandes. Le rôle d'un industriel, c'est quoi? C'est de faire du profit, c'est de penser à son entreprise de manière privée, en maximisant son profit, et presque d'une certaine façon de faire des commandes au plus offrant, dans la mesure de maximiser ses gains. C'était pas le but de Louis Renault. Le but de Louis Renault, c'était de servir la France, c'était de servir son pays. Et c'était de mettre fin à cette horrible guerre. Donc, Louis Renault, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait carrément, il travaillait 24 heures sur 24. Il dormait quasiment pas. Enfin, il dormait quand même, mais il devait dormir 4 heures par nuit durant cette période. D'ailleurs, à une quarantaine d'années, il avait un visage, à 41 ans, en 1918, il avait son visage qui était déjà creusé par les rides. Eh bien, il allait voir, même de nuit, il était capable d'aller réveiller le ministre des Armées en pleine nuit pour lui dire, écoutez, ça ne va pas du tout, il allait même voir les généraux en pleine nuit, il leur disait l'offensive
vous ne la faites pas comme ça, vous allez au casse-pipe, etc. Et il y a la fameuse formule de Joffre qui veut gagner du temps en 1918 au maximum. Il dit, moi, j'attends les Américains et les chars. Autrement dit, j'attends les renforts et j'attends l'arme absolue qu'est le char Renault FT. Il en est largement assez. Et ce qu'il a fait, sa politique d'attente à payer. Il y a eu les Allemands, la guerre de tranchées, certes, a continué, mais la guerre de mouvement a repris durant l'été 1918. Et durant l'été 1918, il y a eu la fameuse contre-offensive, avec la deuxième bataille de la Marne. Les Allemands prennent l'initiative d'attaquer et nous on contre-attaque. Et après on contre-attaque à nouveau, ce qui fait qu'on engendre une contre-offensive, à tel point que on arrive le 8 août 1918. Ludendorff dira, c'est un jour de deuil pour l'armée allemande, parce que l'armée allemande a été décimée par les chars Renault FT. Et Ludendorff n'a pas voulu l'avouer sur le coup, mais il l'a dit, et c'est comme ça que je vais finir. Il a eu une formule très célèbre après la Première Guerre mondiale, un an après le conflit. Il a dit, et c'est pour ça que je vous ai dit, les généraux qu'on a eus, que ce soit Joffre, que ce soit Nivelle, Pétain, se valaient tous. Ils étaient tous dans cette idée, il faut attaquer, repousser les Allemands. C'est pour ça ils avaient mis des tranchées qui n'avaient pas l'intention de durer, alors que les Allemands avaient enterré vraiment le front, et que les tranchées étaient toujours précaires chez nous. Ludendorff a eu ce mot fameux: les Français ont eu l'immense privilège de trouver un grand général. Il s'appelait Renault. Je termine. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, comme vous voulez. Ici, nous sommes dans un pays un peu particulier. Nous étions destinés à l'origine pour servir toute l'armée de l'Est. Oui. Déjà à l'origine, absolument tous les matériels, tous les livres, tous les subsides. Et on avait, en 1914, c'est une anecdote qui est plus connue, on connaît Léon Froux. Et le frère de Léon Froux et lui entretenait le canal de Lourdes. Et il utilisait des chenilles en caoutchouc. Et il avait proposé, après la bataille de la Marne, au moment de la bataille de la Marne, de monter des canons de 75 sur ces chenilles en caoutchouc. Alors là, vous m'en apprenez là. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc, le principe, le concept existait déjà, ça avait été, et ça avait fonctionné. D'accord. Froux, ce qu'on appelle nous, on n'a pas Froux, c'est le Froux, le mot, lui, on avait fait la démonstration. Il l'utilisait effectivement pour améliorer ou réparer le canal de Lourdes dans l'amour. Et donc il connaissait très bien, c'est un entrepreneur, de bâtiment. D'accord. Donc le concept de la chenille était déjà... Mais c'était un peu lourd, c'était des chars lourds. Parce que le canon de 75, c'était pas le canon de 37 mm polygonal du char Renault FT. Et vous parliez tout à l'heure de l'aviation, mais nous, on était un très grand centre concernant l'armée de l'air. On avait effectivement les fameux dirigeables, Oui. mais nous avions également les avions avec le fameux terrain des Ulis, notamment. Je n'ai pas parlé des dirigeables parce que Renault n'a pas fait de dirigeable. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. La compagnie des Saint-Roland. Oui. Et étonnamment, là-dedans se trouvait la compagnie cycliste. On avait je ne sais plus combien de milliers de vélos au même endroit.
très intéressant. Alors, vous parliez aussi de deux choses qui ont eu lieu, les deux anniversaires tout à l'heure. Vous ne savez pas que c'était 120 ans de Renault, mais on ne peut pas considérer ça comme un anniversaire, bien sûr. C'est 120 ans, mais ça n'est pas 200 ans, ça n'est pas 150 ans. C'est fêté par Renault actuellement parce que ça les arrange sur un plan marketing peut-être. Stricto sensu, Renault aura 120 ans en février prochain. Parce qu'en 1898, je vous l'ai dit, c'était encore des drapiers. Des drapiers qui avaient un petit bonhomme qui conduisait sa voiturette à 21 ans en remontant la rue le 24 décembre. Mais avant le 24 décembre, la Renault Tipa n'existait pas en tant que telle. Enfin, elle n'était pas connue en tout cas. Elle venait juste de faire ses premiers tours de roue. Choisir la Renault Pic pour les premiers tours de roue, j'avoue que c'est quand même audacieux. C'est un défi, comme dirait Alain Ferjean, pour reprendre un historien de Renault. Et la brouille entre Renault et les autres constructeurs, c'est vraiment lié au choix de la défense vers Renault strictement ou... Alors, la brouille avec les autres constructeurs, c'est pas lié à la Première Guerre mondiale. La brouille avec les autres constructeurs, bon, si, ça va exciter des jalousies. Je pense que Peugeot a dû détester le Renault parce qu'il a pris tous ses marchés. Par rapport à André Citroën, la raison est tout autre. André Citroën, c'était le protégé de Renault. Le Renault lui avait tout appris, c'était son ami. C'était... Le fait qu'il choisisse de ne pas devenir son associé, de fonder lui-même la société des automobiles Citroën un an après, c'est un coup de poignard. Puis lui, Renault a fait une erreur, c'est que Citroën, lui, a été le symbole de la modernité, de l'oubli de la Première Guerre mondiale avec ses fameux chevrons. Lui, Renault, il sort à peine du conflit que tout le monde veut oublier, il met le char d'assaut FT sur toutes les calandres de ses voitures, ses autobus, ses camions, etc. Comment voulez-vous que les gens le prennent? Ils voulaient oublier la Première Guerre mondiale qui était la dernière, à l'époque on parlait de Grande Guerre. Aujourd'hui on reparle à nouveau de Grande Guerre, mais je n'ai pas parlé une seule fois de Grande Guerre, pour la bonne raison que je ne suis pas d'accord avec cette expression. Ce n'est pas une expression d'historien. En tout cas, ça pouvait l'être en 1939, mais certainement pas en 2018, dans la mesure où il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, si on était plus moderne et si on avait une perspective de pacifique, on dirait la guerre civile européenne entrecoupée d'une période d'armistice de 20 ans. C'est comme ça qu'on pourrait dire les choses. Mais revenons à Louis Renault. Louis Renault, il va rester jusqu'en 1923 avec le char d'assaut comme emblème. Et ce n'est qu'en 1925 qu'apparaîtra le fameux losange. Et Louis Renault va à nouveau s'illustrer, et on peut en finir là-dessus puisque c'est encore lié avec la Première Guerre mondiale, grâce à son fameux colonel Étienne, qui a été colonel général à la fin de la guerre, qui lui a permis d'ailleurs les commandes des chars d'assaut, le char FT, qui va prendre la tête des expéditions avec les fameux Renault à 6 roues. Et ça va être le fameux duel entre Renault et Citroën, où Renault va lancer les Renault à 6 roues avec la fameuse croisière noire en Afrique, et Citroën la croisière jaune avec les chenilles, dans les années 20. Je parle de ça parce que c'est lié à mes recherches. Mais c'est lié aussi à la Première Guerre mondiale, parce que sans la Première Guerre mondiale, le Renault n'aurait jamais fait la connaissance du colonel Étienne. C'est évident. Mais le Renault, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est tellement auréolé de gloire pendant la Première Guerre mondiale, il se dit, je vais en faire, il se dit, je suis leur sauveur, les Français, ils vont me tomber dans les bras et je vais devenir le personnage le plus... il ne se sentait plus après la Première Guerre mondiale, il s'est dit, de toute façon, j'ai sauvé la France, je
je peux vous dire qu'il n'a pas trop digéré le fait que les Français boudent les Renault et achètent des Citroën. Et pour couronner le tout, en 1930, André Citroën fait illuminer la Tour Eiffel avec les chevaux. Alors là, ça a été la goutte. En réplique, Louis Renault a lancé son premier slogan publicitaire, Renault, l'automobile de France. L'air de dire, Citroën, vous êtes quelqu'un qui ne pensez qu'au profit, court terme. Moi, j'ai vu grand, moi, je me suis battu pour ma patrie et je suis la France. Donc, je suis l'automobile de France. Je suis la référence parce que je resterai coûte que coûte premier. Et quand il a vu que Citroën s'effondrait, qu'il tombait malade et que son usine périclitait, il a choisi de ne pas la racheter parce qu'il n'avait qu'une envie, c'est que le nom de Citroën disparaisse des tablettes de l'histoire. Et ça, il a finalement été racheté par Michelin. Citroën s'est effondré parce qu'il a tellement vu grand avec son projet de traction avant sur le quai Javel, il a fait une usine gigantesque qui s'est endetté au possible et que la crise de 29, les années 32-34, les répercussions du krach de 29 ont été mortifères pour Citroën. Mais là, on commence à s'éloigner de la Première Guerre. Maintenant, pour en finir quand même avec le Renault, je vais vous dire qu'il a été patriote jusqu'au bout et jusqu'à son dernier souffle. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a toujours accusé de collaboration. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait des recherches sur le terrain et il apparaît très nettement qu'il a... De toute manière, il faut savoir une chose, c'est que soit on collaborait, c'est-à-dire que soit on était annexé et que l'usine devenait une usine allemande. Le Renault, il a été malin, il a joué tout le jeu. Il dit aux Allemands, pas de problème, je vous fabrique vos camions, vos chars, etc. Et il a tout saboté la nuit avec son fils. Il mettait du sable dans les réservoirs des camions, il inversait les tourelles au montage, comme ça les chars, ils explosaient. Tous les chars Renault ont explosé, les chars qui étaient utilisés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, on ne l'a pas dit. Et le pire de l'histoire, c'est que ce sont les communistes qui ont fait emprisonner Louis Renault et qui ont laissé les hommes de la milice de Darlan l'assassiner à coups de barre de fer et il est mort d'un traumatisme crânien en octobre 1944. Voilà comment il a fini. Et en plus, son nom a été traîné dans la boue et on en a fait un exemple et ça a donné naissance à la fabuleuse stratégie nationale des usines Renault. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il serait justice que Renault revienne à la famille de Renault et que l'État lui demande pardon. Parce que sans Louis Renault, la Première Guerre mondiale était perdue dès 1914. On imagine le monde que ça aurait été si Guillaume II avait gagné la Première Guerre mondiale. Parce qu'il avait déjà les idées d'Hitler, Guillaume II. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Adolf Hitler, on dit toujours qu'il voulait exterminer les Juifs. Mais qui lui a soufflé l'idée? Guillaume II. Ça ne lui a pas porté chance. Après la lettre qu'il lui a écrite, la réponse qu'il a faite à Hitler, qu'est-ce qu'on fait des Juifs, exterminer-les tous, il est tombé de cheval, il s'est tué. Eh oui. Donc bon, mais Louis Renault, c'était quelqu'un de bien jusqu'au bout. Et il en est mort de son patriotisme. Et là, c'est du patriotisme au bon sens du terme. C'est pas du patriotisme qui entraîne. C'est même le sens de la survie du monde tel qu'on veut qu'il soit encore aujourd'hui. Clairement. Parce que c'est clair que les nationalismes qui ont pris leur essor au XIXe siècle à cause des généraux de la Révolution française, puis de l'action funeste de l'empereur Napoléon Ier dans la Confédération germanique, ont entraîné ces
deux grandes conflagrations mondiales issues clairement des exactions de Napoléon Ier. On peut le résumer par ce qu'avait dit Friedrich Fichte en 1813 à la bataille des Nations. Je dois renoncer à contre-cœur aux lumières allemandes pour épouser les idées du pangermanisme, car il en va de la survie de la nation germanique, du peuple germanique. Renault, c'est pas, les Allemands ne sont pas aperçus que Renault s'habitait des chars. Ils l'ont su. C'est pour ça qu'ils ont voulu lui faire payer. Ah oui, voilà. Et c'est pour ça que la milice l'a exécuté. On sait que c'est la milice parce que c'est une Delahaye noire qui est rentrée, qui s'est garée à la prison. Et ce sont des hommes de la milice de Darlan en fuite qui ont tué Louis Renault à coups de barre de fer. Ce ne sont pas les communistes. Mais les communistes l'ont fait en prison. Et ils étaient très contents que la milice exécute Louis Renault parce qu'ils en voulaient à Louis Renault, soi-disant parce qu'il avait été un patron autoritaire qui maltraitait ses ouvriers. Moi je veux bien un patron autoritaire qui est capable de recevoir chacun de ses ouvriers dans son bureau, un patron autoritaire qui dit au contremaître ses quatre vérités, à son contremaître ses quatre vérités quand il va trop loin, un patron autoritaire qui donne les congés payés, la semaine de 40 heures à ses ouvriers, même 2 ans avant le Front populaire. J'appelle plutôt ça un patron progressiste qu'un patron autoritaire. Voilà. Il me revient en tête ce qu'un ami m'avait dit, et je crois même qu'il y a eu une exposition il y a quelques années dans les environs sur les conserveries de mots. Et les conserveries qui étaient bien placées, puisque nous avons des bêtes et des légumes, mais également qui étaient destinées à l'armée française. Oui. Et je crois que c'est une sous-filiale de Renault. Je crois que c'est Renault qui avait dû concevoir ces usines-là. Alors c'est clair que Renault avait été jusqu'à penser au ravitaillement des hommes. Mais c'était le point central. Ouais. Tout était prévu à ce niveau-là. Ça... Il avait été encore plus loin que je le pense. Oui. Et si on prend les manœuvres de 1893, on s'aperçoit qu'elles étaient déjà bien avancées. Je vais donner raison à Ludendorff. C'est dire. Je vais revoir cette année. Je vais essayer de. Je sais encore où sont quelques panneaux de ces expositions. Je vous mettrai en contact. Intéressant. Je prends me souvenir de ça. Je ne me fais pas en mémoire. Vous avez bonne mémoire en tout cas. Vous êtes impulsion. On devrait toujours écouter les anciens.